Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Nous allons parler de ce sondage, mais d'abord un mot sur ce séisme d'une intensité rare qui s'est produit en Ardèche. La centrale nucléaire de Cruas a été mise à l'arrêt pour une durée indéterminée. Ça intervient dans un contexte très particulier avec un débat entre EDF et le gouvernement, au moment où EDF se pose la question de construire 6 nouveaux EPR. Vous pensez, vous, qu'il faut continuer à construire des centrales ? Je pense que le nucléaire est aujourd'hui indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire faire contre, pardonnez-moi, à partir du moment où c'est l'une des énergies les plus décarbonées que nous avons aujourd'hui. En revanche, moi, je m'inquiète de voir au 1er janvier les tarifs de l'électricité augmenter. Il y a un vrai débat à ouvrir sur le sujet. Comme sur l'essence, l'électricité fait partie de ces énergies sur lesquelles l'État pompe énormément. Près d'un tiers du prix de l'électricité vient des taxes. Nos compatriotes ont déjà subi une augmentation du prix de l'électricité au 1er juin dernier. Et moi, je demande officiellement au gouvernement de renoncer à la hausse des prix de l'électricité parce que nos compatriotes n'en peuvent plus. Et cette hausse vient évidemment s'ajouter à une multiplication de taxes qui vont venir s'ajouter à partir du 1er janvier. Construire des centrales, quand ça coûte 46 milliards d'euros, 6 nouveaux EPR, ce serait 46 milliards d'euros. C'est le meilleur moyen de faire baisser les prix à la consommation ? Ça fait partie en tout cas d'une stratégie industrielle que nous avons totalement abandonnée. Moi, je suis favorable à ce qu'on ouvre ce débat sur la transition énergétique, qu'on mette des moyens, notamment dans les techniques hydrogènes, dans lesquelles on a déjà mis beaucoup de moyens avec le gouvernement français. Maintenant, je dis juste aujourd'hui que contrairement, j'ai vu un sondage l'autre jour qui nous dit que quasiment 80% des jeunes de moins de 25 ans pensent que le nucléaire est nocif pour l'environnement. Il l'est lorsqu'il y a des accidents et il faut faire des efforts de sécurisation et il faut mettre des investissements là-dedans. Mais en tout cas, le nucléaire est aujourd'hui l'une des énergies les plus décarbonées, quasiment décarbonées que nous avons. Le Rassemblement national est un parti pro-nucléaire ? Nous sommes en tout cas attachés au bon sens et on dit qu'aujourd'hui, compte tenu de l'état de la recherche, on ne peut pas s'en passer à l'heure actuelle. Moi, je veux bien que nous travaillions à des énergies d'avenir. Je vous rappellerai aussi que la France a le 2e espace maritime au monde grâce à nos territoires d'outre-mer, dont je reviens d'ailleurs. Et s'il y a des efforts d'investissement à faire, je dis que ces efforts doivent aller à la fois vers les techniques d'hydrogène dans lesquelles on a mis beaucoup d'argent et dans cette énergie de la mer qui est sans doute l'une des énergies de demain à travers l'or bleu dont nous disposons sur tous les océans. Jordan Bardella, vous êtes un parti qui se prépare à exercer les responsabilités. Oui. C'est ce que vous expliquez à longueur d'interview. Est-ce que, si vous étiez aux responsabilités, vous commanderiez 6 EPR à EDF pour 46 milliards d'euros ? Ou est-ce que vous dites non, on fera avec les infrastructures, par exemple ? Elisabeth Borne a expliqué, elle a invité EDF à réfléchir à un scénario 100% renouvelable. Sur ce sujet, on peut faire du en même temps à la Macron quand on est Rassemblement national ? C'est un peu c'est un peu le paradoxe de ce gouvernement. Mais je vous dis encore une fois que le nucléaire, nous ne pouvons pas nous en passer aujourd'hui. Donc, je dis juste, faisons preuve d'un peu de bon sens, mettons des moyens dans la recherche, mettons des moyens pour assurer la sécurité là où ça doit être. Mettons des moyens dans la recherche, compte tenu du fait que aujourd'hui, nous avons besoin d'énergie de substitution. Je dis qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, mais pour aller vers cette transition énergétique, il faut mettre des moyens dans la recherche. Et je vous ai donné notamment l'exemple de l'hydrogène, dans lequel on a mis beaucoup de moyens. Allons au bout de ces investissements. Je repose ma question. Vous seriez aux responsabilités, vous lanceriez la construction de 6 EPR ? Mais, encore une fois, je dis qu'on ne peut pas se passer du nucléaire. C'est pas pareil. Donc, de faire avec ce qui est existant, c'est important comme sujet. C'est l'argent du contribuable. Vous parliez des prix de l'électricité, que c'est 46 milliards d'euros. Je dis qu'on ne peut pas se passer du nucléaire et donc il faut continuer effectivement à tirer profit de cette énergie et à construire des EPR si l'état de la demande le nécessite. C'était la question. La Turquie commence à renvoyer les Français, 11 Français djihadistes, 4 femmes et 7 enfants dans le cadre de ce qu'on appelle le protocole Cazeneuve, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre les deux pays. Des Français ont été interpellés en Turquie. Ils sont donc rapatriés, renvoyés en France. C'est un fonctionnement qui vous convient ? Je dis que le chantage de M. Erdogan, du sultan islamiste Erdogan, qui dirige la Turquie, est aujourd'hui insupportable. C'est en tout cas ce qu'il est. Manifestement, il nous avait déjà fait ce chantage il y a quelques jours en menaçant d'invasion de 3,6 millions de migrants l'Europe. Je dis que maintenant l'Union européenne doit adresser un refus ferme et définitif à la Turquie d'entrer dans l'Union européenne. Et je dis qu'il faut arrêter de verser des millions et des milliards d'euros à la Turquie chaque année qui utilise ces fonds pour en réalité faire du chantage à l'Europe. Si des djihadistes reviennent sur le territoire français, il faut en tout cas que la justice s'en saisisse et que les personnes qui sont aujourd'hui présentes sur le sol français, qui ont un rapport objectif avec Daesh, avec le fondamentalisme islamiste, fassent les foutes de l'article 311.4 du Code pénal, qui est l'article d'intelligence avec l'ennemi, et qui dit qu'à partir du moment où vous avez un lien objectif avec une organisation étrangère qui menace la sécurité nationale, alors une procédure de justice doit être lancée contre vous. Mais je pense qu'aujourd'hui... Ça, il n'y a pas de doute. Vous n'avez pas de doute là-dessus, sur le fait qu'ils soient interpellés à leur arrivée en France et jugés. Vous n'avez pas de doute quand même ? J'ai des doutes sur la capacité de l'État de droit
à faire face à une menace à laquelle nous ne sommes pas préparés. Et lorsque nous avons appris, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, que des djihadistes incarcérés en 2012-2013 allaient ressortir de prison en 2020, je me dis que l'appareil d'État français n'est pas du tout adapté et que l'État de droit n'est pas du tout adapté à une idéologie qui nous a déclaré la guerre et qui a tué 263 Français depuis maintenant 2012. Il faut qu'ils soient jugés, donc il y a un procès, qu'on sache réellement. Je rappelle que c'est 4 femmes et 7 enfants qui sont des ressortissants français qui vont être jugés. Là, vous dites la perpétuité, en fait, c'est ça que vous expliquez pour ces femmes-là, s'il est avéré qu'elles aient participé réellement au djihad? 2 choses. La première, je suis favorable à la perpétuité réelle pour les cas de terrorisme. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que dans l'état actuel du droit, vous ressortiez sous 20 à 30 ans de prison, généralement peut-être un peu moins avec les remises automatiques de peine, alors que vous avez un comportement qui menace clairement la sécurité nationale. Deuxièmement, nous étions, nous, opposés au retour des djihadistes parce que se pose la question de la manière dont on va juger des gens. En droit français, il est très compliqué de juger des gens pour des crimes, des délits qui ont été commis à l'étranger. Je dis juste qu'il y a cet article de loi et à mon avis, les juristes devraient pencher là-dessus pour peut-être le faire évoluer et l'adapter à ces menaces nouvelles que nous avons aujourd'hui en 2019. Sur les enfants, je crois que c'est du cas par cas. On voit des enfants de 6-7 ans qui savent déjà utiliser des armes. On l'a vu sur les vidéos de propagande de l'État islamique. Mais je dis que s'il y a bien un domaine dans lequel il faut faire du cas par cas, c'est bien celui des enfants. Comment on fait, justement, précisément? C'est typiquement des cas concrets d'exercice des responsabilités. On se retrouve avec des enfants qui, vous le disiez à l'instant, et c'est vrai, ont parfois été confrontés à des scènes d'une grande violence et ont appris à manier des armes. Là, comment est-ce qu'on traite ces cas-là dans la durée? C'est justement dans ce cas-là que nous devons faire du cas par cas, qu'une politique générale ne peut pas s'appliquer. Maintenant, je pense qu'il y a une différence à faire entre un nourrisson de 1 ou 2 ans et un gamin de 6 ou 7 ans qui sait déjà utiliser une Kalachnikov. Mais qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Lequel? Celui qui a 7 ans et qui sait utiliser une Kalachnikov. Et en tout cas, il ne reviendra pas sur le territoire français. Il va revenir. Mais dans l'hypothèse... Il va revenir. Oui, mais ça, c'est un bras de fer diplomatique engagé avec la Turquie. Pour l'instant, la Turquie n'a pas mis ses menaces à exécution s'agissant de l'invasion de migrants qui allait être mise en œuvre et qui était bordée par M. Erdogan. Vous le dites, on ne les récupère pas, ces 11-là. Je dis qu'il y a un bras de fer diplomatique avec la Turquie et que, évidemment, si par irresponsabilité le gouvernement turc se décide à les envoyer balader dans la nature, alors il faudra qu'on prenne nos responsabilités. Mais je dis juste que le principe de base et le principe théorique, c'est de refuser tout retour de djihadistes sur le territoire français. Et peut-être parce que les bombardements et l'assaut qui a été lancé par Erdogan contre les Turcs a entraîné la fuite de centaines de djihadistes et de proches de djihadistes dans la nature, il est désormais temps de suspendre l'espace Schengen et de retrouver des frontières nationales. Un chiffre, 72% des Français ne souhaitent pas le match retour. Le match retour? Oui, le match retour 2017, c'est-à-dire le même second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est pas PSG-OM, c'est pas un match de foot. Il y a une réalité, c'est que par 2 fois, les 2 dernières élections nationales, à la fois la présidentielle et les élections européennes, les Français ont placé le Rassemblement national et la République en marche au second tour de la présidentielle. Moi, je souhaite que Marine Le Pen soit candidate et soit élue présidente de la République en 2022. Un dernier sondage place 55% des voix, donc l'écart se resserre de plus en plus parce que les constats que nous faisons depuis un certain nombre de temps sont les bons et parce que je crois que ce pays aujourd'hui, il a besoin d'un peu d'ordre, il a besoin qu'on ramène la sécurité dans des centaines de quartiers et on a surtout besoin aujourd'hui de mettre en place le patriotisme économique et d'arrêter avec cette mondialisation sauvage qui est en train de tuer notre économie. Il est plus prêt aujourd'hui le parti qu'il ne l'était il y a 5 ans? Vous savez, plus on se rapproche du pouvoir, plus on s'y prépare. Mais en tout cas, je peux assurer à nos compatriotes que le Rassemblement national est aujourd'hui une grande force d'avenir, d'espérance pour des millions de gens et que nous sommes prêts à gouverner. Merci beaucoup Jordan Bardella. C'est à vous, Laurent.